hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, je vous propose un numéro spécial consacré entièrement à la gastronomie française. Et c'est tout de suite. Baguette plus beurre plus jambon, ça donne le sandwich le plus connu de France, le jambon beurre, bien sûr, focus alléchant. Un pied dans son jardin, un pied dans son restaurant, le chef Alain Passard met à l'honneur les légumes sous toutes leurs formes. Miam. Besoin de souffler un coup, laissez-vous entraîner dans une balade au cœur d'un Paris bucolique. Rêveur, ne surtout pas s'abstenir. Après l'effort, le reconfort, la brasserie Gallia vous rafraîchira avec ses mousses aériennes. Bon pour les yeux, beau pour la tête, le tout en version 100% française, c'est point de vue. Les épiceries fines fleurissent depuis quelques années. Ici, pas de rutabaga ni topinambour. Natif Délicatessen propose miel de Laponie, viande de Rennes, sirop de cèdre ou encore savon de fenouil de mer. On vous jure que ça existe. De quoi constituer un kit de survie gourmet expérimental ou simplement d'épater vos amis lors de vos apéros. Fruitariens, accros au régime paléo ou simplement petits curieux de passage en Bourgogne, cet endroit est fait pour vous. Le Cassisium est un musée insolite qui retrace l'histoire du cassis. De sa culture à sa transformation, toutes les étapes de la vie de cette baie sont détaillées. On vous laisse, on doit passer par la boutique souvenir. Pourquoi? C'est sûrement la question que vous vous posez devant vos coques de macarons raplapla. Heureusement, le traité de miamologie est là pour vous éclairer. Pâtisserie ou cuisine traditionnelle, tout est une question de physique-chimie. Et c'est l'équipe du délicieux magazine 180 degrés qui nous révèle les formules secrètes. Comment ça, vous n'avez pas l'eau à la bouche? Vous aimez les plantes, vous n'avez ni la main verte ni la place, prête à pousser à trouver la solution avec son petit potager Lilo. Une capsule contenant des graines de basilic, persil et autres plantes aromatiques, un réservoir d'eau et des nutriments, le tout sous une petite lampe LED qui reproduit la lumière du soleil et hop, des aromates toute l'année. Il fait craquer les Parisiens et pas seulement. Le jambon beurre n'a plus à faire sa réputation. Recette ancestrale ou version revisitée au piment d'Espelette, il va falloir choisir votre camp. 3, 2, 1, régalez-vous. Le jambon beurre, le Paris beurre ou encore le parisien est né à la fin du 19e siècle dans le quartier des Halles à Paris. Ce sandwich hyper protéiné, apprécié des ouvriers, a su séduire la bourgeoisie française dans les années 20 grâce à l'arrivée de la baguette. Dès lors, le jambon beurre se démocratise et se fait une place dans la cuisine de comptoir. Et c'est sur le comptoir de ce bistrot parisien que nous retrouvons le jambon beurre. À l'heure du déjeuner, les clients font la queue pour le déguster, et ça depuis plus de 50 ans. Le jambon beurre, c'est un petit monument de la gastronomie française. C'est un classique des comptoirs depuis de très nombreuses années. Un basique que Sophie maîtrise à merveille. Derrière son comptoir, elle enchaîne les commandes. Couper le pain, étaler le beurre, mettre le jambon. Ces gestes se répètent pour le plus grand bonheur des clients venus ici déguster l'un des meilleurs jambons beurre de Paris. Mais alors, quel est le secret d'un bon jambon beurre? Il faut d'abord une bonne baguette, s'il vous plaît. Voilà ce que c'est qu'une baguette. Ensuite, il faut un très beau beurre à la motte. Un beurre de Normandie qui est riche, qui est bon. Il faut ensuite un très bon jambon à l'os. Et puis un dernier ingrédient, c'est la générosité. Voilà. Si certains sont très à cheval sur cette recette classique qui n'a pas changé depuis des années, d'autres sont bien décidés à lui redonner un petit coup de jeune. Stéphane est cofondateur du restaurant Jambon Beurre à Paris. Le concept, revisiter ce grand classique. Le jambon beurre, c'est le produit snacking le plus vendu. Ça représente plus de la moitié des sandwichs vendus en France. Donc on s'est aussi rendu compte que c'était un produit qui était peu travaillé et qu'il y avait encore pas mal de choses à faire. C'est la raison pour laquelle on a souhaité se positionner sur ce marché en proposant un jambon beurre de qualité, avec des produits d'exception et surtout des recettes qui évoluent selon les saisons. Pour revisiter le jambon beurre, Stéphane et son associé ont dû sélectionner leurs ingrédients avec minutie. La baguette vient de la boulangerie Gosselin. Pour le beurre, ils ont choisi la maison Bordier. Le beurre Bordier, c'est un beurre de baratte, c'est aussi un beurre moulé à la main. On a fait ce choix parce que surtout on voulait un produit de qualité et artisanal. Ce qu'on a recherché aussi, c'est le goût. Et le beurre Bordier nous amène beaucoup de saveurs grâce au parfum qu'ils associent.
On retrouve le piment d'Espelette, le yuzu, le sarrasin, les herbes de Provence et encore beaucoup d'autres saveurs. Grâce à ces différents produits, le traditionnel sandwich peut prendre des saveurs de vanille de Madagascar ou encore de yuzu. Pour le jambon, Stéphane a choisi la maison Prince de Paris, un authentique jambon parisien fabriqué au cœur de la capitale. On est sur un jambon artisanal, piqué à la main, très peu d'eau à l'intérieur, une jolie couleur, du goût, et c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux sur un jambon de Paris. Pour revisiter le jambon beurre, il ne travaille pas que du cochon. Au jambon beurre, on travaille le jambon de cochon, mais on travaille aussi le jambon sous toutes ses formes. Il faut évidemment plaire au plus grand nombre. On a fait le choix d'avoir aussi des jambons de bœuf, de temps en temps du pastrami de canard. Grâce à ces divers ingrédients, le restaurant propose une douzaine de jambons beurre. La carte change 4 fois par an afin de pouvoir travailler des produits de saison. Le chef nous livre sa recette du sandwich du moment, le jambon beurre au piment d'Espelette. Pour cela, il faut une bonne baguette fraîche, du beurre bordier au piment d'Espelette. Au niveau du beurre, on en met quand même une certaine quantité. Il est important que le beurre soit présent lors de la dégustation. C'est primordial parce que c'est un des éléments clés d'un jambon beurre. Quelques tranches de jambon de Paris fumé. Le but, c'est d'avoir une tranche de jambon qui n'est pas trop fine non plus. On va rechercher un peu de mâche lors de la dégustation. Et il ne reste plus qu'à déguster. Aujourd'hui, le jambon beurre représente un peu plus de la moitié des sandwichs vendus en France. Ces 25 cm de baguettes fraîches garnies de beurre et de jambon ne sont pas prêtes de se faire remplacer. L'homme qui jongle entre les cuisines de l'Arpège et ses jardins, c'est le chef étoilé Alain Passard. Il nous emmène aujourd'hui dans un tourbillon de saveurs mêlant légumes oubliés et saveurs subtiles. Aujourd'hui, on vous emmène dans l'univers du chef triplement étoilé Alain Passard. Un monde peuplé de légumes et de couleurs à la mélodie culinaire très particulière. Celle de son restaurant à Paris, Arpège, qu'il possède depuis plus de 30 ans, mais aussi celle de ses jardins et de ses œuvres d'art. Vous l'avez compris, Alain Passard n'est pas un chef comme les autres. Pour commencer la journée, direction la Normandie pour la visite de l'un de ses jardins. J'aime aller dans mes jardins parce que, d'abord, c'est toujours un rendez-vous avec mes jardiniers. Et puis, bon, les jardins sont devenus un lieu de création, sont devenus un espace où j'aime aller composer mes plats. Alain Passard a 2 jardins, l'un dans la Sarthe, l'autre ici, à Buis-sur-Danville. Il s'y rend très régulièrement pour voir au plus près les belles surprises qu'elle lui réserve la nature. Les poires sont sublimes, dis donc, les grosses poires, là. Mais là, t'as des fruits magnifiques. Hein. Ah, ils sont belles. Hein. C'est un tableau, hein. T'as vu les couleurs? Oh, les framboises. Oh, ça, c'est des belles remontantes. Hein. Qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Oh, les beaux oignons, dis donc. Là, pour le gratin d'oignons, ça va être beau, ça. Au parmesan, avec des truffes, au mois de janvier. Ça me donne envie, en tout cas. Ouais. Chaque jardin a sa particularité et les légumes ont des comportements différents selon l'endroit. La graine mise dans le sol, même jour, même heure. Ouais. Et récoltée, même jour, même heure. Mais on a 2 navets différents, quoi. Au niveau gustatif, olfactif, même esthétique. Hein. Bah, ce sont des êtres vivants. À nous de trouver le confort du légume, quoi. Le chef connaît aujourd'hui une véritable autonomie grâce à ses jardins. Au début des années 2000, sa cuisine a pris un tournant radical. Tout allait bien. L'Arpège était une rôtisserie. On venait d'avoir 3 étoiles en 96, avec une cuisine effectivement essentiellement basée sur le tissu animal. Et puis voilà, 98, 99, j'ai le sentiment d'être allé au bout, d'avoir lu un petit peu la dernière page du livre. Le chef prend alors du recul, fait le point et se rend compte qu'il a toujours beaucoup trop ignoré la cuisine végétale. Sa passion pour la peinture lui rappelle que la couleur est une source d'inspiration immense pour lui. Et là, c'est le déclic. Où est la couleur en cuisine? Dans le jardin. Et la porte s'ouvre. D'abord accueilli avec de l'incompréhension, ce renouveau fera le plus grand bien au chef et lui ouvrira les portes d'une créativité sans limite. Aujourd'hui, je mets au service du légume tout mon savoir-faire de la cuisine animale. Donc, une betterave, elle peut être cuite en croûte de sel. Un céleri rave, il peut être fumé. Un oignon, il peut être flambé. Vous voyez?
Et pour moi, ça, c'est important. Faire du légume un grand cru, c'est le credo de cette cuisine qui replace la nature et les saisons au cœur du processus créatif. C'est une cuisine qui se renouvelle. Et ça m'intéresse. C'est le fait de dire, voilà, moi, j'ai qu'un restaurant. Par contre, il y a 4 temps forts dans ce restaurant, en fonction des saisons. C'est-à-dire que vous pouvez venir à l'Arpège en avril, en septembre, ça sera plus du tout la même maison. Et toujours dans ce souci de promouvoir la cuisine au rythme des saisons, Alain Passard propose aussi des paniers de légumes et des déjeuners privés dans le domaine. Après la balade au jardin, l'heure est à la dégustation. Expérimentation, nouvelles pistes, association de saveurs, on goûte, on sent, on teste. Ouais. Donc là, on a une très belle trilogie. Hein. Blé noir, châtaigne, sauge. Ça, c'est super. Allez, on commence la séance de dégustation. Hein? Ça, j'aime l'idée, toi, de ces 2 navets. Ah ouais. Je pense qu'il faut qu'on fasse un cœur d'autre chose. Un cœur d'autre chose. Hein, on est trop ton sur ton. Quelques heures plus tard, le chef est de retour à l'Arpège pour le service du soir. L'occasion encore et toujours de réaliser quelques améliorations dans une cuisine où l'improvisation n'est jamais bien loin. Si on suit une partition, il n'y a pas de correction, quoi. On ne fait jamais d'erreur. Les musiciens jouent à l'oreille et nous, on joue au palais, quoi. Je pense que l'Arpège, c'est un lieu unique au monde, c'est une cuisine unique au monde, puisque ce n'est pas un restaurant, c'est une maison de cuisine. Il y a des exercices imposés et on a des variantes infinies. C'est ça qui fait son génie. Un génie qui s'exprime aussi dans d'autres arts. Sculpture sur bronze, collage coloré, saxophone, les passions du chef sont de vrais vases communicants. Que l'on soit cœur d'artichaut ou bien haut comme 3 pommes, les multiples talents d'Alain Passard nous prouvent bien qu'il est important de cultiver notre jardin secret. Bonjour Alain Passard. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, à l'Arpège. Ça fait 30 ans que vous êtes ici. Vous êtes un fidèle? Bah, écoutez, j'aime cet endroit pour plein de raisons. Parce que j'ai appris à faire la cuisine ici avec notre regretté Alain Sandrins dans les années 70. Et puis que voilà, bah, quand il est parti pour aller au Lucas Carton, j'ai repris la maison parce que je voulais qu'elle reste un peu dans la famille, quoi. Alors au-delà de ce restaurant, au-delà des étoiles, 3 étoiles depuis plus de 20 ans, au-delà des potagers, du musicien que vous êtes, de l'artiste qui fait de la sculpture, des vitraux, des collages, au-delà de tout ça, il y a le geste. Il y a quelque chose, c'est la main, c'est ce qui permet de créer, de produire quelque chose. Et pour moi, c'est le sens qui me touche le plus. Et c'est ça aussi que vous transmettez à vos équipes, à vos jeunes. Il paraît que chez vous, il n'y a pas de recette, il y a une façon de faire. Alors comment on peut transmettre une façon de faire? Bah, disons que c'est vrai que j'aime faire la cuisine sans partition. Hein, parce que je pense qu'effectivement, pour revenir un petit peu au geste, à la main, je pense que la main a une mémoire. Et j'aime un petit peu offrir à mes assistants une part de créativité. Je n'ai pas spécialement envie qu'ils reproduisent le plat que moi j'ai pensé ou le plat que je fais. S'ils veulent rajouter une petite note à eux, j'en sais rien, une température, un assaisonnement, quelque chose qui leur appartient, mais qui est issu de leur créativité, ça m'intéresse. Est-ce que cette fraîcheur permet aussi à votre cuisine d'être de plus en plus épurée, d'aller vers l'essentiel? On est, de toute façon, dans le respect des saisons, on est dans le gommage du geste. On efface la main. Pourquoi? Parce que quand on respecte les saisons, en gros, par saison, dans un jardin, vous avez une vingtaine de saveurs. Et je joue avec ces 20 saveurs. Quand je suis en janvier, en aucun cas, je vais aller chercher une tomate, un concombre ou un melon. Vous voyez, ça c'est important. Il y a 20 saveurs par saison, on joue avec les 20. On n'en sort pas. À nous après de gommer le geste. Mais il va s'effacer tout seul, parce qu'il y a moins de produits. Et donc vous faites des choses beaucoup plus justes, parce que quand on joue avec la saison, les accords se font tout seuls. Contrairement à vos confrères, vous êtes chez vous.
dans votre restaurant en cuisine. Vous ne voyagez pas pour exporter le savoir-faire français dans d'autres pays. Vous avez choisi de rester ici, de dire, voilà, moi je suis dans ma cuisine avec ma brigade et je travaille. Vous l'avez dit, c'est un choix. J'ai choisi. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Moi, j'aime être chez moi, dans ma maison. En plus de ça, je pense que je ne saurais pas le faire. J'admire énormément tous ces chefs qui réussissent à l'étranger, qui ont plusieurs maisons. Mais moi, je me plais chez moi. Ouais, c'est pas pour moi. Je me plais chez moi. J'aime mettre les mains dans la casserole. J'aime être avec mes équipes. Ouais, non, je serais malheureux. Alors, décrivez-moi ce que vous feriez avec le légume du jour, le légume que vous avez vu ce matin. Oh bah, le céleri rave. Céleri rave. Céleri rave. Céleri rave. Carpaccio de céleri rave et poire aux noix fraîches. Vous me donnez envie, là, vraiment. C'est dur, la là. trilogie est très belle. Et c'est une trilogie de saison, puisque les poires tombent dans les champs de céleri. J'ai rien inventé. Il y a le noyer qui est à côté. Le plat est fait. Merci beaucoup, Alain. Une capitale champêtre, florale et qui se laisse vivre au rythme de la nature, ça existe et ça se passe à Paris. Repérage tout en douceur. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré un Paris bucolique. C'est dans une ambiance fleurie et lyrique que nous vous plongeons cette semaine. Et quoi de plus poétique que de débuter notre balade au marché aux fleurs? C'est ici, dans l'un des 4 kiosques place de la Madeleine, que loge une boutique au charme idyllique. Il faut d'abord tout nettoyer les végétaux, c'est-à-dire enlever tout ce qu'on va avoir dans la main et qui va tremper dans l'eau. Parce que c'est ce qui pourrit en premier. Et donc le bon travail du fleuriste commence par un bon nettoyage. Girls and Roses, c'est l'histoire de 2 férus d'art et de déco. Après s'être rencontrés à l'école des fleuristes, Delphine et Philippa décident de monter ensemble leur propre affaire. Passionnées par le savoir-faire artisanal, elles quittent leur poste de graphiste pour l'une et de commercial pour l'autre afin de devenir les reines des fleurs. Ma mère dit que petite, je disais que je voulais être fleuriste et poète. Voilà, je ne m'en rappelle pas, mais non, c'est marrant, finalement, c'est vraiment une reconversion. C'est plus par le métier artisanal que je suis venue à la fleur. Je ne suis pas spécialement fan des Guns N' Roses, mais c'était pour le côté un peu rock, un peu marrant, quoi. C'est un nom dont les gens se rappellent, en fait, donc ça marche bien. Au départ, spécialisée dans les plantes et autres curiosités végétales, la boutique s'est peu à peu élargie aux fleurs. On trouve donc de tout dans cette caverne d'Ali Baba. Mini cactus, terrarium, roses aux multiples couleurs. Philippa puise son inspiration directement dans la nature. Et je trouve que ce qui est important, c'est de respecter le végétal. C'est que la fleur, faut ses ses besoins, le milieu naturel dans lequel elle l'a poussé, etc. Il faut le comprendre, le végétal, pour mieux s'en occuper. Donc la fleur, vraiment, c'est périssable. Quand on est commerçant, il faut savoir jongler avec ses arrivages et respecter son produit. Et Philippa, une astuce tendance à nous faire partager? Souvent en été, en plus, c'est les fleurs qui sèchent bien, toutes les fleurs des champs. Donc pas hésiter au bout d'un moment à enlever son bouquet de l'eau, puis on le met la tête en bas bien proprement. Et en fait, on va garder un bouquet pour sécher. Ça revient finalement pas mal à la mode, quoi. On prend note et maintenant on reste dans le même registre, mais cette fois avec une pointe de gourmandise. Pour notre deuxième adresse, on vous transporte tout droit vers le jardin d'Éden, ou presque. Niché au beau milieu des bois dans le parc de Saint-Cloud, ce restaurant guinguette porte parfaitement son nom. Un oasis à la déco colorée et fleurie. Parasol jaune et rouge, nappe à carreaux et fleurs à gogo, on ne peut qu'apprécier le charme bucolique du lieu. C'est une guinguette mais sans musique, parce qu'ils aiment bien le calme et respirer un peu le grand air. Les Parisiens aiment bien venir au Chêne de l'Oasis car ils se sentent en vacances. Ça fait quelques années qu'on a commencé à fleurir le Chêne de l'Oasis et on continue à essayer d'y mettre un peu plus de plantations de jour en jour. Quant à la cuisine servie, ici on prône la simplicité. On peut y déguster un ensemble de mets traditionnels et autres petites douceurs. Cuisine française bien sûr, mais on a un petit peu de mélange quand même italien. On a une salade italienne, on a un curry d'agneau. Il y a quand même une belle vue, il y a un pré, c'est très sympa. Donc les familles aiment bien venir ici se poser le dimanche, passer toute une après-midi avec les enfants autour du chalet.
Ce petit coin de paradis ouvre ses portes entre mars et octobre. Alors en attendant d'apprécier la compagnie de ces charmants serveurs, que diriez-vous de poursuivre notre balade dans un havre de verdure qui vaut le détour? Terminons donc notre excursion au cœur du bois de Boulogne. Loin d'être une bagatelle, ce parc offre un cadre exceptionnel. Végétation luxuriante, statues, cascades artificielles et ribambelles de ponts, on se croirait plongé dans un poème de Victor Hugo. Tout au long de la balade, on croise la route de milliers d'espèces de fleurs différentes ainsi que de petits compagnons à plumes prêts à vous tenir compagnie et à vous faire la conversation. On ne peut également passer à côté du château autrement surnommé Folie d'Artois, fruit d'un pari entre la reine Marie-Antoinette et le comte d'Artois. Il n'aura fallu qu'une 60aine de jours pour construire cet édifice au style néo-paladien qui a pendant très longtemps accueilli des soirées un peu olé olé. Lorsque la ville de Paris rachète le domaine, elle met en place sa célèbre roseraie de 1500 espèces qui contribue aujourd'hui à faire la renommée mondiale du parc. Tous ces éléments font du parc de Bagatelle une adresse idéale pour les romantiques ou les poètes en mal d'inspiration. Alors, à vos plumes! Bière ambrée, blonde ou brune, la relève est assurée grâce à la brasserie Gallia qui utilise des techniques séculaires pour notre plus grand plaisir. Voici l'histoire d'une renaissance, celle d'une bière artisanale emblématique de Paris brassée dans le 14e arrondissement depuis le 19e siècle, qui disparut comme ses pairs dans les années 60, tant la concurrence des grosses brasseries industrielles était intenable. La Gallia pourtant connut des heures de gloire. C'était une bière très emblématique de Paris qui a été médaille d'or à l'exposition universelle de 1900 et qui représentait l'une des principales brasseries de Paris intramuros. Si dans les années 60, les Parisiens ont boudé ces breuvages de caractère, aujourd'hui les microbrasseries locales séduisent les adeptes de mousse. C'est vrai que dans les années 70, 80, 90, on a souhaité tous consommer un peu la même chose de façon universelle. Et maintenant, il y a un retour à quelque chose de plus artisanal, à quelque chose de plus sensé. C'est vrai pour la bière, c'est vrai pour la Gallia. Et du coup, nous, on s'est mis en tête de relancer la brasserie parisienne Gallia, qui était déjà un petit peu emblématique pour ça, pour une consommation parisienne et locale. Au début de cette aventure, deux copains, Jacques et Guillaume, deux rêveurs enthousiastes qui croisent l'histoire de cette bière mythique. L'histoire de la brasserie Gallia nous a beaucoup interpellés parce que c'était une vraie brasserie parisienne qui a été dirigée par 3 générations de la même famille. Donc en fait, on s'est renseigné auprès des descendants de la brasserie et on a rencontré Monsieur Bourgeois qui est l'un des descendants de la brasserie et qui nous a beaucoup aidés. Et aujourd'hui encore, il vient nous voir pour nous parler de la brasserie qu'il a connue, lui, quand il était jeune. Et il nous a aussi donné beaucoup d'éléments, des vieilles affiches, des vieux logos, des vieilles étiquettes, des vieilles bouteilles. La nouvelle brasserie est aujourd'hui implantée dans le centre de Pantin, au nord de Paris. Les imposantes cuves et les moulins ont élu domicile dans une ancienne chaudronnerie. Ici, patrimoine et savoir-faire sont à l'honneur. Celui qui reflète la personnalité d'une microbrasserie, évidemment, c'est le chef, c'est-à-dire le maître brasseur. C'est vraiment lui qui définit la ligne de conduite de nos bières et chaque bière en fait brassée ici reflète sa personnalité. Évidemment pour lui, la bière c'est plus qu'un produit, c'est une recherche constante en fait du goût de chaque process de fabrication, un souci absolu du détail, de la maîtrise parfaite en fait, de la fermentation, du brassage, des différents paliers de température. Et c'est quelqu'un qui est auprès de sa bière en fait 24/24. Entre les nuages de vapeur et les effluves de houblon, Simon, le maître brasseur, est accompagné de Rémi. Moitié druide, moitié hipster, ces deux passionnés sont les garants de l'identité de leur bière. Alors le travail du brasseur, c'est de réaliser les recettes, c'est-à-dire de déterminer l'assemblage, le mélange de tous les ingrédients, trouver la levure, déterminer quel mélange de malt on va utiliser, trouver les houblons. Ensuite, il faut déterminer tous les paramètres de fabrication, les températures, les temps. Une fois que la journée de brassage est terminée, le brasseur il a juste à être patient, puisque c'est le travail de la levure qui démarre. Il faut savoir que le mou n'a pas du tout le goût de la bière quand il sort de la brasserie. C'est vraiment la levure qui va complètement transformer et mettre en avant tous les arômes qu'on aura développés avant.
En ce moment, en France, il y a une réelle révolution de la bière. Beaucoup de brasseries se montent en ce moment. Ils sont inspirés par les autres pays du monde. Donc en ce moment, ce qui débarque beaucoup en France, c'est les IPA, les bières plutôt américaines qui sont très houblonnées, très fruitées, très amères. Mais aussi, moi, ce que j'aime particulièrement sont les bières plutôt acides. Donc les Berliner Weiss, par exemple. Donc, on avait fait un essai de Berliner Weiss à la framboise. C'est une bière assez légère, acide, avec des framboises qui ont été mises à fermenter à l'intérieur. C'est très original. La plupart des Français ne connaissent pas ce style-là, mais c'est des choses qu'on va faire découvrir avec le temps aux Parisiens. Aussi ancien qu'il puisse être, brasseur serait donc un métier d'avenir. L'amertume, le fruit, l'acidité, le tanin font l'objet d'un dosage fin. Simon et Rémi imaginent même pour l'avenir un vieillissement en fût en bois, à whisky ou à cognac. Les brasseries artisanales font de la bière une boisson qui se déguste avec modération. Et cet été, un bar éphémère sera installé aux portes de la brasserie. Pantinois et Franciliens pourront venir découvrir la fabrication des 6 bières emblématiques de la marque et goûter les plus exotiques. Version française est déjà terminée. J'espère que ce numéro spécial gastronomie vous a plu. On se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!